Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. Si vous nous rejoignez, eh bien restez accrochés parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit une fratrie chez Studio Kalita. Ils sont trois frères et sœurs. Et ils sont venus chacun en Israël, on va dire à des moments différents. Et ils sont là pour nous raconter leur histoire. Ils viennent de Toulouse, voilà, et c'est très touchant de les avoir. Vous allez voir leur parcours, il est à suivre en tout cas. Alors on va commencer par la fille, par votre sœur, c'est Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors Sabine, ça fait 20 ans que tu es en Israël. Oui. Tu es la grande sœur. Et oui. Et tu as ouvert la route. Voilà, j'ai ouvert la route en effet. C'était quoi? C'était une ambiance familiale très sioniste qui a fait que Alors, non. C'était Toulouse qui t'a poussé à partir, c'est quoi? Disons que ça s'explique pas, j'ai été contaminée très jeune et depuis, c'est ce que me racontent mes parents, depuis toute petite, je disais que la France c'était pas pour moi et j'avais pas encore découvert Israël en fait véritablement, mais je savais que c'était pas en France. Donc déjà c'était acté. Et au fur et à mesure, donc j'ai été à l'école juive à Toulouse, à Haute-Sarah Torah. J'ai été assez investie dans le mouvement de jeunesse BBYO à Toulouse. Voilà, tout ce parcours-là a fait qu'Israël est venu très vite et très naturellement une destination qui me convenait bien. Je suis venue en vacances plusieurs fois en tant qu'animatrice de mouvement de jeunesse. Et voilà, la première fois, vraiment, c'est pas le cliché, mais la première fois que j'ai posé les pieds en Israël, je savais que c'était ici pour moi. Donc j'avais, 12 ans, 13 ans quand ça s'est passé. Et c'est resté. Et ça s'est confirmé. Ça s'est confirmé plus tard, puisque issue d'une mère juive tenace, elle m'a pas donné la possibilité de partir trop jeune. Mais malgré tout, avec la personnalité qui allait avec, j'ai quand même convaincu les troupes de me laisser partir. Alors, on va bien sûr revenir en détail sur le parcours, mais il y a les deux petits frères. Alors, on dirait qu'ils sont jumeaux, mais pourtant, ils ne le sont pas. Alors, à ma gauche, que je ne me trompe pas, il s'agit bien sûr de David. C'est exact. Ah, je ne me suis pas trompée. Chouette. Et d'Anthony, à il ma reste droite. Anthony. Ouais. Voilà, alors vous êtes montés ensemble. Exactement. Il y a 12 ans. Il y a un peu moins de 12 ans, oui, tout à fait. Toujours de Toulouse. Vous aussi, vous avez étudié à Haute-Sarah Torah. Ouais. Vous êtes montés juste après les tragiques événements liés à l'assassinat d'Ilan Halimi. Effectivement, c'était peu de temps après. Même si, effectivement, à l'époque, on était vraiment aux prémices d'un climat d'insécurité, mais c'était pas essentiellement, en tous les cas, en parlant pour ma propre personne, c'était pas la raison qui a fait que j'ai décidé de venir en Israël. C'était plus un besoin de changement, de voir d'autres personnes, une autre ville, découvrir une nouvelle mentalité. C'était un petit peu ça qui m'a... C'est pas forcément un sionisme chevronné, mais c'était... pas spécialement. Aussi parce que Israël, ça représentait à cette époque-là, et toujours d'ailleurs, une opportunité de réussite. Un peu... c'était plutôt ça. Tout à fait. Ouais. Et toi, alors ? Moi, juste après mes études, je suis parti à Paris, et forcément... Toulouse-Paris, ça ne le fait pas trop en général, donc je ne me suis pas trop acclimaté à la vie à Paris. Non, désolé pour mes amis parisiens, mais j'ai pas réussi à trouver finalement ce que je recherchais à Paris. Et puis une amie à moi m'a inscrit au programme Taglit. Et là, forcément, voilà, en revenant de Taglit... Taglit, c'est-à-dire que tu n'étais jamais parti en Israël ? J'étais déjà parti en Israël, mais jamais en groupe ? Non, pas dans un cadre vraiment de visite, c'était plus Tel Aviv. Ok. Donc là, t'es revenu et t'es tombé amoureux, t'as dit j'y vais. Ouais. Bon, alors, tous les trois, c'est rigolo parce que vous vous retrouvez, enfin tous les deux plutôt, votre sœur qui était déjà là quelques années avant. Les parents sont restés à l'époque en France. Mais ce qui est sympathique, c'est que vos parents sont là aujourd'hui depuis 1 an et demi et votre grand-mère arrive dans quelques jours. Voilà, le clan est réuni. C'est trop, quoi. Et ma fille Ayash
Arrive à Jérusalem, qu'on se le dise, voilà, passer le message. Bon, alors, vous avez fait plein de choses, évidemment. Alors, vous, Sabine, vous avez suivi un programme juste après. Vous êtes venue avec une licence. Ouais. Et vous avez suivi à l'époque un programme qui n'existe plus, qui s'appelle MAOF. Oui, exactement. J'ai validé ma licence de droit et de lettres modernes à Toulouse. J'ai eu accès donc, à ce programme MAOF, qui était un Ulpan universitaire, donc pour les gens qui étaient diplômés, qui avaient au moins un DUG ou une licence, je ne sais plus, qui se passait donc, à l'université de Jérusalem. Donc, une année, on va dire, allez, allons-y, la plus belle année de ma vie. Vraiment une expérience extraordinaire. Dans un campus, au sein de l'université, rencontre de gens de toutes nationalités. Enfin, pour moi, la petite provinciale qui débarquait de Toulouse, c'était vraiment... c'était Israël, quoi. C'était toutes les opportunités que ça représentait. Et donc, à la suite de cette Ulpan, j'ai passé un master de relations internationales en étant enceinte. Donc, en Israël, en plus, j'ai appris ce que c'était que l'université en Israël, qui n'a absolument rien à voir avec l'université à la française, avec la possibilité de rendre des devoirs en anglais, en français, venir avec... De passer l'examen une troisième fois si on l'a raté, voilà. Après tout. Entre deux... enfin, vraiment, c'est très ouvert comme cursus. Venir avec un petit bébé en cours. Voilà, limite après. Il y en a qui le font. Oui, complètement. Ok, alors toi, Anthony, c'est un autre parcours. Tu es arrivé pas à Tel Aviv non plus. Tu arrives à Jérusalem, je crois. Ouais. Sabine étant là, donc... voilà. Jérusalem, c'était le point de chute. On rejoint la grande sœur. Exactement. Donc, Ulpan Etzion, classique. Ouais, avec David. Ok, dans la même chambre. Deux, sympa. Dans la même classe. Ok, et puis ensuite l'armée, puis encore un autre Ulpan, et puis les choses avancent pour toi. Tu parlais pas du tout l'hébreu quand t'es arrivé. Pas du tout. T'avais quoi comme ambition, comme projet ? Déjà de m'intégrer complètement à la culture israélienne, puisque c'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis dit d'entrée de jeu, je vais pas être comme un petit Français qui va rester de son côté, qui va ne faire que... Tu voulais comprendre où tu atterrissais. Ouais, j'aime bien comprendre, j'aime bien m'intéresser et apprendre, quoi, surtout. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement. Et puis Ulpan m'a envoyé ensuite à Tel Aviv. Et c'est à Tel Aviv où finalement j'ai commencé vraiment à faire mes premiers pas, on va dire, en Israël. Alors l'armée, c'était, j'imagine, une étape importante vers l'intégration. Ouais. Bon souvenir ? Très bon souvenir. Et puis surtout, apprentissage de la langue et puis aussi de la mentalité et de savoir un peu quelle est la réalité du pays. Donc, c'était une très bonne expérience. Ouais. Bon, puis tu fais après ça des petits boulots, barman, la restauration, tu fais un peu de tout. On reprend à zéro, voilà, comme on dit. T'as pas eu peur ? Non, on fonce. Puis en Israël, il y a cette force-là, quoi. Ouais. On se pose pas de questions et on fonce. Ok. Et voilà. Tout s'est enchaîné. Tout s'est enchaîné naturellement. Alors, toi, par contre, c'était pas tout à fait pareil. Bon, t'es un petit peu plus vieux qu'Anthony. Légèrement plus âgé, oui. Voilà. Toi, par contre, l'hébreu, tout ça, c'était ta priorité ou pas initialement, tant, oui. Je souhaitais quand même... La volonté était là. Au même titre que mon frère, pouvoir m'intégrer de façon pleine et entière. Donc moi-même, j'ai pris l'initiative de faire un deuxième Ulpan au sein de l'armée qui, de par mon âge plus qu'avancé, m'a gentiment recommandé de passer mon chemin. Toi, t'as pas pu faire l'armée, c'est arrivé trop tard. Non, à 30 ans, je pense que ils doivent estimer que c'est trop vieux, tout à fait. Exactement. Donc ayant eu le bonheur de rencontrer ma femme à l'Ulpan, qui de surcroît est américaine. Donc, tu as pratiqué ton anglais, on va dire. Voilà, faute de me perfectionner en anglais, en hébreu, pardon. Tu t'es perfectionné en anglais. Je me suis perfectionné en anglais. Bon, alors après, au niveau du travail, c'était quoi pour toi plutôt Au niveau du travail, parce qu'il fallait quand même trouver de quoi nourrir ma famille, je me suis dirigé... on va dire naturellement vers des entreprises françaises, donc des sociétés de call center. Donc j'ai eu heureusement l'opportunité de pouvoir ça t'a aidé travailler. Parce que c'est très critiqué quand même tout ça. Je voudrais pas cracher dans la soupe, puisque c'est grâce néanmoins à des boîtes de call center, que j'ai pu avoir un emploi qui m'a permis de nourrir ma petite famille. Ouais. Maintenant, après, au bout d'un certain temps... C'est un bon tremplin.
c'est une période transitoire. Moi, je l'ai toujours vu de cette façon. Ouais. Voilà. Je me prédestinais pas non plus à faire du télémarketing de façon éternelle. Donc, ça a été une période transitoire et je le savais dès le début où j'ai mis un pied dans une société call center. Alors, c'est intéressant de voir vos parcours parce qu'au sein d'une même famille, bon, bien sûr, les destinées sont toujours différentes, mais aussi les façons de s'intégrer sont différentes. Chacun a suivi un petit peu son chemin et pourtant, aujourd'hui, vous travaillez tous ensemble. On s'est retrouvés, ouais. Vous imaginiez, vous, lorsque vous étiez plus jeune, travailler avec vos petits frères ? Alors, pas du tout. Être embauché en plus par vos petits frères ? Pas du tout. Vous êtes associés, j'imagine, maintenant, tous les trois, ou pas ? On se partage équitablement les rôles et les tâches. Et j'imagine que, bon, c'était pas évident, quoi, pour vous. Non, c'était pas évident. Enfin, surtout en tant qu'aînée, c'est vrai, seule fille de la famille, c'était pas facile. Enfin, c'était à la base inimaginable. D'autant que quand ils ont fait l'ALIA, mes parents n'étant pas là, je servais un peu de maman, mais bien de sûr. femme de ménage, de conseillère matrimoniale. Enfin, bon, bref. Donc, j'ai endossé ce rôle avec joie. Et puis, ben voilà. Et puis, on s'est rendu compte que on avait tous des formations différentes mais complémentaires et que ça allait bien dans l'objectif d'une agence de communication. On y est. Ouais. Et on a fédéré les synergies, tout simplement. Alors justement, vous travaillez, vous avez fait votre expérience, alors plus israélienne, vous, parce que grâce à l'armée, grâce à votre parcours, vous avez pu plus maîtriser la langue. Mm-hmm. Vous avez bossé dans des boîtes israéliennes, c'était comment ? C'était intéressant, surtout de voir la manière dont l'Israélien réfléchit, comment il travaille, comment il structure. C'est pas pareil ? Pas du tout. C'est quoi la différence ? J'ai travaillé dans une entreprise en France, vieille France, on va dire, dans une très vieille entreprise, une grosse entreprise, cravate. Vous faisiez quoi ? Ingénieur commercial, c'était la casquette. Et voilà, pour un gros groupe du CAC 40. Donc voilà, une manière de manager, une manière de travailler, une manière de voir le business très à la française. Et c'est vrai qu'on arrive en Israël et qu'on rentre dans cette façon de bosser qui est complètement différente, ça change complètement. Moi, je trouve qu'ils travaillent comme ils font l'armée, c'est-à-dire très organisé, un plan d'attaque, on va faire par-ci, on va faire par-ça, 3 coups d'avance, c'est génial. Moi, c'est vrai ? Oui, j'ai appris énormément. Qu'est-ce que tu faisais au sein de cette boîte israélienne ? Alors, c'était une régie publicitaire. Ouais. Donc, voilà, moi, j'étais en charge, bien évidemment, de toute la prospection de la partie européenne, dont française. Ouais. Mais voilà, tout se faisait en hébreu. Les réunions étaient en hébreu. Et voilà. Ils sont rapides ? Très rapides. Vifs. Alors, il y a certains Olim Khadashim qui disent que c'est impossible de s'intégrer avec des Israéliens qui sont très, très durs, qu'ils ne font pas l'effort d'aller connaître l'autre. C'est vrai ou pas ? Je ne suis pas d'accord. Enfin, après, c'est mon ressenti à moi. Hein, mais, ouais. Puis c'est vrai que le challenge d'être le petit Tsarfati... On est bien Tsarfati revenu. qui va réussir, il faut être remonté. Ouais, il faut... Alors c'est quoi ? Il faut travailler plus que les autres ? Travailler plus que les autres. De toute façon, en Israël, je pense qu'on travaille plus qu'en France de manière claire et précise. Alors, quoi. Ça, c'est une donnée. C'est vrai, vous l'avez ressenti, vous aussi, on travaille plus qu'en France, en Israël ? Oui. Ouais. Complètement. Ok. Et on travaille... Est-ce que... Parce que on est en Israël, on doit non seulement travailler plus qu'en France, mais en plus que les autres pour bien s'intégrer, pour montrer que oui, on est capable. Ouais, moi, comment je l'ai pris, c'était surtout, je ne cherchais pas à être mis de côté, je cherchais plus à comprendre leur façon de réfléchir pour pouvoir être intégré parmi l'équipe, pas être de mon côté en disant non mais en France on ne fait pas comme ça, ou c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ouais. Non, Vous avez oublié tout ça ? J'ai oublié, j'ai formaté dès le départ. De toute façon, delete. Et on repart à zéro. C'est un nouveau pays. Je pensais que c'est la moindre des choses de toute façon. Non, mais c'est sympa. La preuve que ça marche, la preuve que c'est une attitude qui fait que ça fonctionne, tout simplement. C'est important pour les gens qui nous écoutent de savoir que oui, il faut faire delete sur son disque dur et tout recommencer à zéro. Mais pas avoir peur de le faire. Voilà, pas avoir peur de le faire parce qu'apparemment, ça se réenclenche très vite. Ouais. Combien de temps vous êtes resté dans cette boîte ? 2 ans. 2 ans. Ok. Donc toi, pendant ce temps-là, tu étais au call center. Toi ? Moi, j'ai travaillé à l'agence juive. J'ai travaillé aussi pour une fondation qui s'occupait de l'ALIA, donc que tu connais. Ouais, les Avis. Les Avis. Voilà, j'ai travaillé beaucoup au sein de l'ALIA et toujours dans la communication. Mais tu travailles en français ou en hébreu, toi ? Je travaille en français. J'ai travaillé également en hébreu pour des boîtes israéliennes également. Donc, tu avais un peu les deux ? Ouais, j'avais les deux. D'accord, ok. Bon, et puis alors, qu'est-ce qui se passe après ces 2 ans ?
Qu'est-ce qui se passe après 2 ans? On est mal payé d'abord. Ah, mais non, pas du tout. Il va falloir en parler. Ça veut dire quoi, mal payé? Combien d'heures de travail par semaine? On compte pas. D'ailleurs, on avait sa faute. Des quoi? Pas des nuits, je ne vais pas la pousser jusqu'à là, mais il y avait un moment, j'avais 2-3 boulots en même temps. Ouais. Pour arriver à... Pour pouvoir vivre correctement, et puis parce que la vie à Tel Aviv, déjà à l'époque, était chère, donc il faut... Donc tu avais 3 jobs? Ça m'est arrivé à un moment d'avoir 3 jobs. Ouais. C'est-à-dire j'étais dans la société dans laquelle je travaillais en tant qu'account manager, c'était mon statut, et à côté je faisais... Hirouim et serveur, quoi. Je continuais à faire ça à côté. C'était surtout pour l'hébreu, puis ça me permettait d'avoir un petit peu de beurre dans les épinards, comme on dit. D'accord. Bon, alors au bout d'un moment, 3 jobs, ça y est, ça suffit. Ouais, puis on prend un peu de maturité, et à un moment, on se sent prêt. Alors, qui a été voir les 2 autres, ou l'autre, ou je ne sais pas comment vous êtes organisés, pour vous dire, et si on montait une boîte familiale en Israël? En fait, concrètement, au départ, c'est moi qui ai lancé ça. Donc, je suis resté sur Tel Aviv. Je me suis lancé seul. Donc, voilà, il y a eu plusieurs... Ah, t'as commencé tout seul. Il était vénère, le petit frère, hein? Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux. Il est vaillant. Ok, ouais. Et donc, voilà, j'ai monté ça. Voilà, il y a eu plusieurs expériences, plusieurs échecs, d'ailleurs. Ah, plusieurs échecs? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'au début, c'est dur. Le côté administratif en Israël, il est assez compliqué. Les avocats, les trucs... Alors, échec, ça veut dire quoi? Échec de quoi? Qu'est-ce que tu avais monté? Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'avais monté une petite société, on vendait des logiciels, donc voilà, pour les bars justement, parce que j'avais repéré une petite faille dans les bars, dans les Sidour Avoda, c'était un peu compliqué. Le balagan, et donc voilà, on avait avec des copains, on avait monté un petit logiciel qu'on essayait de vendre pour justement faire. Et ça n'a pas marché? Du tout. Pas du tout. C'était les vacances, voilà, ça m'a permis de prendre mes vraies premières vacances en Israël. C'était sur cette expérience-là. Okay. Voilà. Donc on faisait les plages, on prenait des cafés, c'était cool. Mais c'était c'était pas rentable. D'un échec, non rentable, on n'a pas fait rentrer un shekel, donc rentable ça l'a pas été, mais ça m'a permis de voir un peu comment ça fonctionnait. Et puis voilà, c'est avec les échecs qu'on arrive aussi. C'était quoi le plus gros challenge de monter cette boîte familiale pour chacun d'entre vous? Ça a été moi, quoi, personnellement, c'était pas les perdre. C'était pas perdre mes frères, quoi. Ça veut dire, parce que ça fait peur quand même, se dire on n'a jamais bossé ensemble, on est seul ici, on n'a pas encore de famille. C'est ça. On va se mettre sur la figure, on va s'engueuler, ça va être horrible. On aime les challenges aussi, donc je pense que ça fait partie aussi du... Disons qu'on est... Mais David, il doit faire le moderne. Ouais. Je sens qu'il fait le moderne. Calme, c'est la force tranquille. Ok. Donc finalement, t'as eu peur, mais moi j'ai eu du mal au début. J'ai pas accepté tout de suite. Ça s'est fait au fur et à mesure. C'est-à-dire au début, il me confiait quelques tâches, mais j'étais pas vraiment, je faisais pas partie de la société. Et puis j'ai dit bon allez, on va bon. Puis c'était un beau projet familial. C'était une réussite pour nous, quoi. Alors, mais quand même, il fait un peu peur, Anthony. Non, mais si, parce que il part vendre des logiciels pour les bars sur les plages. Ça marche pas. Il vient, il dit allez, on va monter une boîte. C'est comme ça que ça s'est fait? Pas exactement. C'est pas comme ça que ça s'est fait. J'espère. J'ai commencé d'abord à monter ça surtout avec la France, donc forcément on essaie de trouver. Donc c'était une boîte de pub, on va dire. Ouais, on faisait de la publicité pour des sites internet sur le digital, parce que dans la société dans laquelle j'étais, on était spécialisé sur le digital. Donc tu t'es dit je vais refaire la même chose pour moi. Exactement, on a fait un copy-paste de l'expérience que j'ai eue. Et voilà, et au fur et à mesure, le métier du digital, c'est un métier qui demande beaucoup de ressources, beaucoup de connaissances, et j'avoue que j'ai trouvé chez Sabine et David des choses que j'étais pas... Donc tu t'es lancé un peu seul, on va dire, sans associé, et tu maîtrisais pas tout, on va dire, non plus. Non. Et quand tu as vu que ça commençait à prendre, tu t'es dit... Ça a commencé avec Sabine, j'avais besoin d'abord... Elle est très douée dans la communication, joli sourire, etc. Donc j'ai dit ça déjà, on va commencer par le départ, voilà. Donc quelqu'un qui va pouvoir m'aider. Elle a une bonne plume, donc c'est elle qui écrit d'ailleurs pour l'agence, c'est elle qui fait tout le contenu, c'est elle qui est sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était Sabine qui est d'abord qui a intégré la société. Et David alors? Et David, lui, c'est plus la force tranquille. On avait besoin de quelqu'un de calme. Donc vous l'avez débauché des call centers? Ouais. On fait ça. Il a dû être aussi. Content en même temps. T'étais content, j'imagine, quand ils t'ont proposé. Oui, non, c'était un nouveau challenge pour moi, parce que passer de télémarketeur à la publicité en ligne, c'était un changement, on va dire, qui était assez brutal, mais c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Je voulais vraiment me donner l'opportunité de faire quelque chose d'autre. Ok, alors
ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez monté donc votre boîte. Enfin, tu as monté, ils t'ont rejoint. Finalement, vous êtes tous ensemble aujourd'hui. Donc, juste en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'appelle? Alors, la société s'appelle Alta Agency. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous trouver sur Google. D'accord, on imagine, il n'y a pas de problème. On fait du référencement. Voilà, du référencement des sites, etc. Ouais. Vous travaillez avec la France, avec Israël, chacun a son domaine d'activité. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, avec votre histoire, c'est que vous avez commencé à Tel Aviv et vous avez délocalisé votre boîte. Vous l'avez ramenée à Jérusalem. Enfin, vous l'avez amenée à Jérusalem. Oui, parce que l'Alia était à Jérusalem, donc on l'a ramenée C'est bizarre quand même pour un jeune dynamique qui vend des logiciels sur les plages, qui aime les bars. J'ai cherché les plages à Jérusalem, je ne les ai pas trouvées. Donc on s'est dit on va le faire plus en mode bureau. Mais je suis très content. C'est vrai. Mais pourquoi? C'était quoi? C'était un regroupement familial? C'était autre chose? Alors la vraie raison à la base, effectivement, c'est de retrouver ma sœur et mon frère qui attaquent leur vie, donc qui ont des familles, des enfants que je vois peu. C'est de la folie. On se lâche pas. Non, je les voyais que pour les Shabbats, donc j'ai dit bon je vais les rejoindre, je vais un petit peu rester avec ma famille, puis finalement voilà, d'une chose à l'autre, pourquoi pas monter l'agence sur Jérusalem. Qu'est-ce que ça a changé au niveau du business d'être à Jérusalem? Alors c'est vrai que moi à Tel Aviv, je me suis rendu compte rapidement d'un certain turnover qu'il peut y avoir chez les francophones et même d'une façon générale chez les Tel Avivides. Ça bouge beaucoup. Ça veut dire quoi? Les employés, parce que vous êtes plusieurs personnes, je crois que vous êtes une équipe de 6 aujourd'hui, plus des freelancers. Ouais. C'est quoi? C'est que des francophones, les gens que vous employez ou... Alors il y a des francophones et après toute la partie développement, c'est plus avec des profils israéliens. Ouais. D'accord. Alors même à Tel Aviv, vous dites qu'il y a du turnover. Les gens bougent, ils ne restent pas. On ne fidélise pas son équipe. Ils ont un peu la bougeotte. Ouais. C'est vrai qu'il y a cette course-là à Tel Aviv. Jérusalem, c'est plus familial. Bon, pour le coup, voilà, là, on est en plein dedans. Mais c'est vrai que voilà, le profil des personnes sur Jérusalem, c'est plus stable. On a une famille, on a des responsabilités. Donc, on ne cherche pas à changer de société. D'ailleurs, si on s'y sent bien, pourquoi changer d'ailleurs? Ça ne nous empêche pas de faire des allers-retours très, très fréquents. À Tel Aviv, on y est 1 à 2 fois par semaine. D'ailleurs, Anthony avait pris à un moment donné un espace coworking à Tel Aviv pour pouvoir justement avoir une structure de bureau sur place. Et puis, il y a également des voyages en France, à l'étranger, puisqu'on a des clients également. Ouais, vous avez des clients en France, vous avez des clients... Bon, les clients en France, c'est toi qui t'en occupes, j'imagine. C'est plus ma partie. Ouais. Voilà, donc on peut dire, allez, Google, PMU, vous avez de gros clients quand même. En Israël aussi. Bon, bref, vous n'arrêtez pas. Mais malgré tout, je trouve ça sympa que vous ayez trouvé que Jérusalem était plus pratique pour travailler. C'est rigolo, en tout cas. C'est à contre-courant. Je crois que c'est un peu dans l'esprit de la famille d'être à contre-courant et de ne pas faire les choses comme tout le monde. Donc, pourquoi pas le faire à Jérusalem? Et aujourd'hui, au Hachem, on est content, je pense qu'on est tous contents. Il y a une certaine stabilité, puis il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et c'est plus que le clan des Hayash et Alta, il y a d'autres personnes qui sont arrivées. On se sent tous à la maison. Justement, dans une boîte familiale en Israël, est-ce que d'autres employés, puisque vous êtes plusieurs, arrivent à s'intégrer? C'est compliqué pour eux? Pour vous, c'est compliqué aussi? Je ne sais pas, je vous pose la question. Il y a un bizutage d'abord, avant toute chose. C'est David qui s'en charge. Il y a une certaine... on rentre pas comme ça. Il faut que les auditeurs soient il faut que tout le monde passe par chacun de vous. On aurait dû les amener, c'est bête, on les aurait... Mes parents supervisent tout ça. Voilà, donc, non, oui, bien sûr. Non, je on sait que c'est pas vrai, mais bon. C'est quoi, les genres se mélangent ou chacun... Nous, on a eu la chance de... Alors, je sais pas si c'est la chance ou c'est le fait que, je sais pas, on doit être sympathique, je sais pas. En tous les cas, c'est vrai que c'est une équipe qui, d'abord, on est très unis. Alors, est-ce que c'est du fait qu'il y ait une union familiale à la base et que l'équipe s'est soudée à ça? Donc, c'est vrai qu'il y a une ambiance, bien entendu, très professionnelle, de travail, de sérieux, etc. Mais forcément, on déteint un peu, l'ambiance familiale déteint forcément, qu'on le veuille ou non, sur l'équipe. Et du coup, c'est vrai qu'on a réussi à monter une vraie structure de confiance d'abord, et ça, je crois que c'est hyper important. Comme le disait Anthony, de stabilité. C'est des gens qui restent là. Ils font partie de... Bon, allez, on va pas
pas partie de la famille, mais c'est vrai que c'est quand même ils sont là à toutes les Brit Milotes, les fêtes, on les invite. On est devenu vraiment une équipe extrêmement unie, et ce sont des gens qui ne sont pas partis. Ils sont là. La société existe depuis 2011, on l'a pas dit, mais bon, donc ça fait quand même déjà quelques années. Quelle a été la chose la plus gratifiante que vous ayez faite tous ensemble? C'est d'amener nos parents en Israël, vraiment, parce qu'ils ont vu qu'il y avait ils ont vu une vraie stabilité. Ils n'étaient pas tellement pas pour. Du tout. Ils étaient sympathisants d'Israël, mais pas sionistes. On n'est pas issus d'une famille sioniste véritablement. Mais disons que je crois. Alors, il faudra leur poser aussi la question, parce que ce sera l'occasion d'une autre émission, mais il faudra leur demander. Mais je pense que du fait qu'ils aient vu qu'on ait réussi à se stabiliser d'abord individuellement chacun et professionnellement ensemble, leur venue, leur arrivée a été comme une évidence, une conséquence à notre stabilité individuelle, familiale et professionnelle. Et rien à voir avec les événements qui se sont passés à Toulouse. Non, rien. C'est des choses qui sont vraiment focalisées sur vous, quoi. Ouais. Leur venue, elle est dépendante de vous, en fait. Oui, vous l'avez entraînée. Ouais, complètement. Ouais. Et d'ailleurs, mon père, qui à ses heures est artiste, peint. C'est une bonne communicante, hein. Non, vous comprenez, je suis venu à Jérusalem. Non, mais j'arrive à la maintenant. conclusion qu'on lui fait son site internet, on s'occupe de sa communication également, donc c'est rigolo, quoi. C'est intéressant. Bon, et la chose la plus compliquée à gérer, c'est quoi? C'est ça aussi, quoi. C'est finalement des fois de se dire on est frères et sœurs et on peut plus se blairer. Ça se voit. On se retient de dire des choses, on apprend à parler. C'est tout, voilà. Ça faisait 3 mois que je les avais pas vus. Non, est-ce qu'on apprend à parler avec un peu plus de retenue, à dire des trucs qui fâchent, mais avec une façon plus délicate? C'est ça qui est compliqué. Où on s'envoie dans la gueule. Aussi. Bien sûr, il faut. Il faut justement ne pas tomber. Même lui, je crois pas, lui. Si. Ne vous laissez pas berner par... C'est le pire, ouais, d'accord. Ok. Sans regret, cette Alia? Aucun. Vous imaginiez où vous êtes aujourd'hui, il y a quelques années? Non, le studio Kalita, j'ai beaucoup rêvé, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Je suis content. Voilà. Non, mais sérieusement, dans la vie que vous avez aujourd'hui, la vie que vous avez construite, pas du tout. Heureux, non, je regrette pas, non, pas du tout. C'était pour ça que, me concernant, je suis venu pour ça. Je suis venu pour parce qu'en Israël, tout est possible, je crois. Je vais sortir mon drapeau israélien, mais c'est ça, quoi. Tout est possible et ça change et on avance et on se pose pas de questions. Et un jour, c'est Tel Aviv et le lendemain, c'est Jérusalem. Et ça colle tout à fait, je trouve, au pays, quoi. C'est comme ça. On avance tous d'un bloc et je pense pas que ce serait quelque chose qui aurait été possible de faire en France. Puis voilà, on arrive à le faire en Israël. Bon, alors la question présente que j'ai posée, il n'y a que Sabine qui a répondu. Peut-être que la vôtre, elle est un peu différente. La chose la plus gratifiante que vous avez faite, c'est quoi? Tous les deux frères qui sont arrivés ensemble. Je laisse l'honneur aux jeunes fougueux. Merci pour le la chose gratifiante, déjà, comme on avait dit au départ, c'est d'être encore là. C'est vrai que beaucoup de francophones arrivent en Israël et repartent. Il y a eu des moments de découragement où tu t'es dit, ça va pas le faire? Oui, il y en a eu. Ouais, quand? Il y en a encore aujourd'hui même. Quand on voit la difficulté, on est un petit peu, on se dit, mais c'est pas possible. Mais quand on dit la difficulté, c'est une généralité, c'est un mot. Ça veut dire quoi? On n'est pas habitué à ça. Voilà, je crois qu'on n'est pas habitué à ça. La langue est différente, la mentalité est différente. Donc le fameux reset dont on parlait tout à l'heure, le reset, il est compliqué. Donc c'est vrai qu'on se dit. C'est trop compliqué. C'est pas comme j'ai appris à la maison. Voilà, c'est pas trop ça que j'ai fait à la maison. Et c'est des fois on a envie de crier un bon coup. Et ça demande une vraie humilité, quoi, tout simplement, de mettre son ego de côté, et se dire, mais finalement. Pas partir de zéro, parce que ce qu'on a ramené de France, c'est un vrai capital aujourd'hui, mais se dire, on n'est peut-être pas les Superman qu'on était en France, quoi, et il va falloir prouver. Il faut prouver. Il faut tout le temps prouver, c'est ça. Il faut tout le temps prouver. Ok, on ne se repose pas. Non, on dort pas beaucoup. Alors lui, il est content d'être encore là, et toi? Ah oui, tout à fait. C'est la chose la plus gratifiante que tu as faite depuis que tu es là?
Je dirais que le fait d'avoir réussi en partant de rien, même si c'est Anthony qui a quand même pris les initiatives de mettre ça en place. Ouais. Voilà, exactement. Moi, je l'ai laissé se ramasser toutes ces bananes en amont pour arriver une fois que le travail était quand même assez stable. Tu rigolais quand tu voyais casser la tête ou tu lui disais t'es fou? Qu'est-ce que tu disais? Non, je pense que, comme il a bien précisé, c'est en prenant des claques qu'on apprend le métier. Bon, je pense qu'ici, ça se confirme, ça prend vraiment tout son sens. Donc non, c'était bien qu'il ait eu différentes expériences positives, d'autres un peu moins, mais bon, c'est le résultat final qui compte. Voilà. Okay. Bon, alors aujourd'hui, ils sont tous les trois bien à la tête d'Alta Agency. On vous souhaite longue route, beaucoup de clients, beaucoup de bonnes choses, et puis surtout, on souhaite la bienvenue à votre grand-mère. Oui. Voilà, elle s'appelle comment votre grand-mère? Mamie Juliette. Alors, Mamie Juliette, welcome en Israël, bienvenue, Brocha Ba, voilà, le clan Ayash va être reconstitué tous ensemble, tout le monde à Jérusalem, j'imagine. Ouais. Voilà. Bon, écoutez, je trouve ça très sympa comme histoire d'Alia. Bienvenue à elle, bienvenue à vos parents aussi qui sont arrivés il n'y a pas longtemps, et puis bon courage et bonne continuation à vous. Merci voilà. beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.